De retour sur notre plateau à Bordeaux pour le campus des territoires. Nous recevons donc notre ministre de l'Intérieur, Monsieur Castaner. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va. Ça va, il fait bon vivre aujourd'hui, tout le monde est réuni, tout le monde est là. Ouais, et puis quand on est ministre de l'Intérieur, tout est calme tout le temps, donc il n'y a pas de Quand problème. c'est calme, ça se passe bien. Alors justement, que pensez-vous de ce campus, ce premier campus des territoires? La force de la République en marche, c'est justement d'être la respiration du territoire, c'est d'incarner les territoires. On a des rendez-vous politiques majeurs, les élections municipales qui doivent nous permettre de structurer le mouvement, mais on a aussi cette capacité. L'année dernière, le format était différent, c'était une rentrée dans les territoires, et là, c'est la rentrée des territoires, avec une démonstration de force aussi, de présence, de mobilisation dans ce contexte de préparation des élections. Tout à fait. Alors nous, on va revenir un petit peu sur ce qui s'est passé. Alors, on se rappelle qu'en 2018, vous mettiez en place la police de sécurité au quotidien. Aujourd'hui, le bilan, un an après. D'abord, il faut toujours avoir le bilan modeste et il faut laisser du temps au temps, comme disait François Mitterrand, pour évaluer une politique publique. Mais c'est vrai qu'on a les premiers indicateurs, des chiffres de la délinquance qui ont globalement significativement baissé en 2018. Le début d'année a été moins bon sur les chiffres de la délinquance, nous le savons, du fait de la mobilisation sur le mouvement des Gilets jaunes. Par contre, ces derniers mois, ils sont meilleurs et nous rattrapons largement la tendance. Et donc, ce sont des indicateurs. Mais ce qui compte pour moi, c'est pas seulement le résultat chiffré. D'ailleurs, dès que j'ai pris mes fonctions, j'ai dit au cadre de la police, aux policiers, aux gendarmes, je ne suis pas là pour que vous fassiez des bâtons d'objectifs atteints et je ne suis pas là pour vous évaluer en statistiques. Ce qui compte, c'est que la police de sécurité du quotidien elle se construise au plus près du terrain, qu'on ait plus de présence sur le terrain et moins dans les bureaux, qu'on ait plus de liens avec les jeunes, avec les commerçants, avec les habitants, avec les élus qui ont un rôle essentiel. Et donc c'est aussi une nouvelle façon de faire la police, c'est celle de considérer que la police elle a un rôle dans l'animation citoyenne. Et au-delà de cela, de ce lien qu'elle a dans le rapport avec les gens, elle doit aussi avoir une approche modeste parce que je pense que la sécurité aujourd'hui du quotidien, elle se fait avec plein d'acteurs. Elle se fait dès l'école, avec l'éducation nationale, elle se fait avec les collectivités locales, le centre social, les associations sportives, culturelles ou les associations d'habitants. Autant de liens qui nous permettent d'agir ensuite. Quand la police elle intervient sur un incident grave, c'est déjà un échec. Quand on est dans le judiciaire, qu'on travaille avec la justice, au fond, c'est déjà un échec. C'est qu'il y a une réalité condamnable qui s'est passée et nous sommes intervenus. Très bien. Alors justement, par rapport à ça, que faites-vous aujourd'hui? C'est la question qu'on se pose pour revaloriser le statut du policier municipal. Alors d'abord, rien que dans les propos que je viens de tenir, je pense que je réaffirme justement la place de ce continuum de sécurité. Avec cette approche puissante de la police et de la gendarmerie, mais modeste, parce que je vous le dis, nous ne sommes pas seuls capables de réguler les enjeux de l'insécurité. Dans le continuum de sécurité, il y a évidemment les polices municipales. Et donc, elles doivent avoir leur place, qui n'est pas la même. On y reviendra peut-être que celle de la police, mais elles doivent avoir leur place. Il faut une très forte coordination entre le commissariat et la police municipale, entre la gendarmerie et la police municipale. Il faut des conventions entre nous pour que chacun travaille ensemble à certains moments et chacun dans son espace, mais avec une meilleure information. Et puis, il faut reconnaître aussi la spécificité et la dangerosité des polices municipales. On a vu des attentats contre la police municipale, ces attaques contre les institutions que nous subissons aujourd'hui. La police municipale est aussi menacée, elle en fait des frais. Et donc du coup, il est nécessaire aussi de lui donner les moyens d'agir. Alors, par rapport à ça, on a eu quand même une année assez difficile. Quel message vous pourriez faire passer à nos forces de l'ordre? D'abord, leur dire merci. Oui, et je ne cesse de le faire. Je suis très présent sur le terrain avec eux. Je l'étais encore ce matin sur Bordeaux parce que je sais leur engagement et je sais la difficulté de leur engagement. L'engagement physique total et la force de ce ministère, c'est sa résilience. Les Gilets jaunes, on l'a vu, on pensait qu'avec la durée, ils épuiseraient les forces. Non. Ils ont toujours été là. Et même quand c'était difficile, ils étaient là. Et puis quand il y a eu des événements exceptionnels, comme le G7 il y a 15 jours, ils ont montré aussi leur fierté de réussir et de montrer au monde entier le meilleur visage de leur savoir-faire, de leur expérience, de leur matériel. Et donc ils le font. Donc un, je leur dis merci. Mais deux, je les accompagne aussi. Nous avons négocié avec l'essentiel des policiers des municipaux, les moins gradés, mais en masse c'est les plus importants, un protocole d'accord au mois de décembre qui revalorise leurs conditions de travail, qui revalorise leur salaire. Près de 130 € par mois net d'augmentation. C'est significatif. Et puis, c'est aussi la reconnaissance par les moyens qu'on leur donne.
L'année dernière, on a commandé 6000 voitures neuves pour les équiper. 5600 cette année. C'est des chiffres qui n'ont jamais atteint. Et puis, la question immobilière. Il y a de très beaux commissariats, de très belles casernes. Mais il y en a qui ne sont pas au niveau et sur lequel nous devons nous engager. Gérard Collomb avait initié un plan que je poursuis de 900 millions d'euros d'investissement pour remettre en état, pour construire de nouvelles casernes, de nouveaux commissariats, et nous devrons poursuivre cet effort. Exactement. Alors, un petit mot sur justement nos marcheurs qui se sont tous réunis pour ce campus, puisque, je le rappelle, on attend quand même 3500 personnes pour ce campus. Ah, des mots, j'en ai plein. Vous savez, oui, mon lien avec les marcheurs pour avoir été aux côtés des premiers qui ont rejoint Emmanuel Macron au moment de la grande marche que nous avons conduite, puis pour avoir eu la chance d'être délégué général de ce mouvement et souvent en semaine et presque tous les week-ends, je faisais le Tour de France et j'étais avec les marcheurs. Ça me manque. Peut-être, oui, voilà, le mot que je pourrais dire, c'est vous me manquez, même si je fais des choses extraordinaires. Ah, mais c'est vrai que c'est un vrai plaisir de retrouver. J'étais avec les jeunes hier soir. Voilà, mon engagement quasi total comme ministre de l'Intérieur me donne moins de disponibilité. Mais c'est vrai que voilà, c'est une bouffée d'oxygène. Je pense que quand j'ai l'occasion d'être avec des marcheurs, c'est un peu, vous savez, comme quand on recharge la batterie de son portable. Exactement, il me donne une énergie extraordinaire. Alors, écoutez, merci beaucoup pour votre présence. Et puis, vous êtes là, ça va rester calme. Ah ben, même sans moi, ça va rester calme. Mais je reste là quand même, mais non pas Exactement. au cas où. Et je sais qu'il y a cet après-midi quelques manifestations d'humeur qui sont exprimées. Je fais toute confiance à la préfète qui nous accueille ici pour gérer cela au mieux avec les forces de sécurité intérieure. Alors, moi, je suis un petit peu curieuse. Allez-y. Depuis le temps, comment est venu votre engagement? Comment vous avez commencé pour en arriver là? Mon engagement politique ou avec Emmanuel Macron? Je peux vous faire les deux, mais il nous faut un peu de temps. Mon engagement politique assez jeune. Et je ne suis pas venu dans un parti, je suis venu avec un homme qui était Michel Rocard. Je lisais beaucoup de revues politiques. J'ai le souvenir d'avoir demandé, ça avait surpris mes parents, quand j'étais en 4e, qu'ils m'abonnent au journal Le Monde. Et donc j'aimais la chose politique, mais je n'étais pas militant, je ne suis pas dans un milieu militant. Et je trouvais que le Parti socialiste maltraitait Michel Rocard. Et donc je me suis dit, je vais m'engager aux côtés de Michel Rocard pour l'aider dans la conquête et la victoire de ses idées. Manifestement, je n'ai pas bien réussi parce qu'il n'a jamais été la tête de l'État, ce qui, franchement, aurait été en rapport avec la puissance de l'homme. Mais ça, c'est une opinion personnelle. Ensuite, je suis rentré jeune rocardien, jeune socialiste, et je suis rentré au Parti socialiste. J'ai travaillé avec des élus dans des mairies. J'ai travaillé ensuite dans des cabinets ministériels. Et un jour, j'ai voulu franchir le pas. Et je me suis présenté dans ma petite ville de Forcalquier. Et je suis devenu maire. Ensuite, Emmanuel Macron, je pense que c'est un peu la même chose. Moi, j'ai rejoint Emmanuel Macron à un moment où je ne pensais pas une seconde qu'il serait président de la République. Pas un jour, mais une chose est sûre, c'est que pour moi, l'hypothèse qu'il ait été élu il y a 2 ans n'était pas du tout envisageable. Je pensais que le poids des partis, je pensais que le dépassement gauche-droite qu'il prenait était trop puissant en France et qu'on n'arriverait pas à gagner d'un coup. Par contre, je pensais qu'il fallait au fond, régler le problème de ce que je considère être deux gauches irréconciliables au sein même du Parti socialiste dans lequel j'étais, sur les questions d'Europe, sur les questions d'économie. Et donc, je me suis engagé avec Emmanuel Macron pour qu'on construise un pôle démocrate en France. Et puis, il se trouve qu'ensuite, nous sommes engagés dans le combat politique et qu'il a gagné et je l'ai accompagné et j'ai une chance folle d'avoir pu le joindre pour réfléchir, pour discuter, pour débattre très tôt, à un moment où cette question ne se posait pas, et d'avoir participé avec quelques-uns autour de lui à l'accompagner, enfin l'accompagner, je sais pas, à tenter de le suivre, parce qu'avec Emmanuel Macron, il faut tenter de le suivre. En effet, et je pense que vous avez les mêmes idées, les mêmes valeurs, d'où ce rassemblement. Alors justement, qu'est-ce qui change aujourd'hui avec En Marche dans le paysage politique? Qu'est-ce qui a changé? C'est une autre culture. C'est celle de l'émancipation, qui est la politique que nous conduisons d'ailleurs au niveau gouvernemental. Quand on investit dans l'école, quand on réforme le chômage, c'est toujours avec ce souci de donner les moyens de vivre du travail plutôt que d'être obligé de subir le chômage, parce que c'est toujours un échec. Mais au fond, je pense que ce mouvement politique, il permet l'émancipation. L'émancipation de femmes et d'hommes qui ne sont pas forcément dans le cursus honorum qu'on connaissait dans les partis politiques. Il fallait commencer par être adjoint au maire, puis un jour conseiller général, puis conseiller régional, et peut-être vous aviez le grade ultime, vous deveniez député. Non, on a accompagné des femmes et des hommes qui avaient une énergie différente. Et donc, on porte en nous
cette diversité qui existe dans les parcours, dans les cultures, dans les engagements. La deuxième chose qui est formidable avec La République En Marche, c'est qu'au fond, quand on parle avec quelqu'un, et je l'ai tellement fait et tellement subi, on ne se pose pas la question de savoir s'il est de droite ou s'il est de gauche, on se pose la question de savoir si son idée, elle est bonne ou pas. Et si on veut prendre le risque de la mettre en œuvre. Et ça, c'est le dépassement politique, c'est ce que Emmanuel Macron a porté, ce qu'il a installé quand il nomme Édouard Philippe comme Premier ministre et qui constitue avec lui le premier gouvernement. Cette dimension du dépassement, vous n'imaginez pas comme elle est libératrice. Moi, trop souvent, je devais répondre ce que le parti avait dans sa doctrine. Et au fond, trop souvent, je me suis retrouvé totalement enfermé par des logiques de parti. Bah là, il y a une forme de liberté. Alors, quelquefois, c'est le bordel. Hein, on le voit, y compris dans la diversité des opinions. Mais moi, ça ne me pose pas de problème. Même quand j'étais ministre des Relations, secrétaire d'État des Relations avec le Parlement, le groupe, il a une diversité, il a des opinions diverses, mais ça n'est pas construit dans une logique d'opposition interne. Tout à fait. Et ça, c'est très différent de ce que j'ai vécu avec les Frondeurs quand j'étais député du Parti Socialiste, où là, c'était la posture politique qui primait sur l'idée. Ben là, je crois qu'on a la liberté. Ensuite, il faut un peu de cohérence quand même. Hein. Je n'oublie pas que je suis ministre et qu'on a besoin de troupes qui nous accompagnent et qui soient bien organisées. Mais cette liberté, elle ne m'a jamais posé problème parce que pour moi, ça a été une conquête qu'Emmanuel Macron m'a permis d'avoir. Très bien, bah là vous avez vraiment tout dit. Merci encore une fois de votre présence. On vous souhaite encore bon courage. Et puis on est une famille, on reste ensemble. Bah oui, moi je vais rester avec on va vous rester encore, le plus longtemps possible. Alors pas forcément au micro, je crois que d'autres invités sont attendus. Mais on se retrouve tout à l'heure dans des moments sérieux, dans les tables rondes, parce que c'est ce forum, c'est le moment des territoires, c'est un moment de travail. Et puis dans des moments plus festifs, quand on se retrouvera ce soir, je suis sûr. Exactement. Merci beaucoup. Merci de et puis je vous dis à bientôt. À bientôt. Bonne continuation. Merci. À bientôt, merci.